L'ITEM m'a remis un vade-mecum me donnant le mode d'emploi de la manifestation. Alors on me dit, le modérateur, animateur, introduit le sujet et présente brièvement les intervenants. Je vais faire le contraire, c'est-à-dire que je vais vous présenter d'abord les intervenants, non pas par esprit de contradiction, mais parce que je pense que si je vous présente les intervenants tout de suite, nous pourrons ensuite enchaîner sur le sujet. À ma droite, l'intervenant, c'est Jean-Noël Dubar, qui est grand maître de la Grande Loge de France, qui est hospitalier au sens de personnel chirurgical, chef de clinique à la faculté de médecine de Lille et qui est spécialiste maintenant de l'orthopédie chirurgicale. Alain Noël Dubar a écrit de nombreux articles en qualité d'éminent maçon et grand maître de la Grande Loge de France. À ma gauche, vous avez Jean-Michel Duconte, qui est avocat à la Cour d'appel de Toulouse, qui est aussi président de la Ligue de l'enseignement, qui a écrit beaucoup d'ouvrages, dont un qui vient de sortir et que vous avez sur les tables et qui s'intitule « L'identité maçonnique ». Quant à moi, j'ai été formé par l'histoire, modelé par l'éducation nationale, où j'ai occupé des postes divers et variés, allant depuis le pionica jusqu'à l'inspection générale. Vous savez tout, et maintenant nous allons aborder le thème. Alors le thème, est-ce qu'il vous a dérouté par sa brièveté? Car en fait, il est très elliptique. C'est Nord-Sud, universalité des valeurs. Alors, soit est-ce qu'il vous pose des questions, soit vous le trouvez normal. Chacun peut-être peut mettre ce qu'il veut dessous. Mais si chacun met sous ce thème ce qu'il veut, les malentendus risquent d'être nombreux. Alors, s'il y a des malentendus, les intervenants seront là pour les lever. Moi, je vais me contenter de quelques questions auxquelles les intervenants, au cours de leur exposé, répondront ou ne répondront pas. Ils ne sont pas obligés. Vous-même, vous pourrez les reprendre ou pas. Première question. Aujourd'hui, dans le monde global, conçoit-on l'universel comme on le concevait au temps des Lumières? Puisque, je vous rappelle, il y a université des valeurs dans le titre. Nord-Sud, qu'entendre par le Sud? Faut-il le limiter au Maghreb et au Moyen-Orient? Qu'est-ce que c'est que la notion de Sud? Aussi, dans le même ordre d'idées, qu'entendre par le Nord? La civilisation européenne, avec ses prolongements américains, détiendrait-elle seule l'idée des valeurs universelles? La mondialisation a-t-elle pour conséquence de renforcer les revendications identitaires? Si oui, comment croire qu'on peut partager la notion d'universel? Une révolution, est-ce une révolte qui a réussi ou y a-t-il une différence de nature? La démocratie peut-elle naître directement d'une révolution? À quelles conditions? Quels exemples dans l'histoire? Parce que dans l'histoire, il y a une seule révolution qui est engendrée directement la démocratie. Selon l'adage de Marx, et Marx a eu plein d'adages, alors celui-ci en voit un autre. Dans le neuf, disait-il, il y a beaucoup d'anciens. Alors, une révolution peut-elle éviter d'utiliser les cadres d'un régime ancien? Est-ce qu'il y a des exemples à l'heure actuelle? Peut-il y avoir la démocratie sans pensée critique à l'intérieur même des religions dominantes?
est-ce qu'il peut y avoir démocratie si les religions dominantes d'un pays n'ont pas fait sur elles-mêmes un effort de travail profond, de travail critique? Ce travail critique existe-t-il ou a-t-il existé dans l'islam? Enfin, existe-t-il des différences importantes, mais le cours du débat le dira, entre les situations que nous connaissons, quelques-unes pour les typer, situations de Turquie, d'Égypte, de Tunisie, de Maroc, de la Syrie et de l'Iran? Voilà quelques questions, je n'en dirai pas plus pour laisser la place aux intervenants qui, si j'en crois ce qu'ils m'ont dit, commenceront par s'interroger sur l'universalité des valeurs. Je vais commencer par l'ordre alphabétique. Donc, Alain-Noël Dubar, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président et modérateur de la table ronde. En ce qui me concerne, j'avoue que je n'avais pas la liste des questions. Et je me suis posé, d'après le titre, deux questions un peu similaires. D'abord, Nord-Sud. À quoi cela renvoie-t-il, sinon à mettre en évidence une scission éventuelle entre l'Europe du nord de la Méditerranée et le continent du Sud, ou une partie simplement du continent du Sud? C'est une possibilité de discussion qui est évidente, mais est-ce que c'est bien la seule? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres oppositions de type géographique? Est-ce qu'il n'y a pas des oppositions entre l'Europe occidentale telle que nous la connaissons, l'Europe orientale telle qu'elle émerge du communisme, et plus loin le continent eurasiatique? Est-ce que la civilisation soviétique est similaire à la civilisation de l'Europe occidentale? Je pense qu'il y a peut-être là une autre opposition culturelle entre l'Europe de l'Église orthodoxe et l'Europe de l'Église catholique et des églises protestantes. Et puis, effectivement, on a tendance à penser que la civilisation américaine est le prolongement naturel de la civilisation européenne. Est-ce si sûr? Est-ce que les valeurs américaines sont bien les valeurs de l'Europe? Je n'en suis pas certain. Peut-être y a-t-il plus de différences entre l'Extrême-Orient, l'Extrême-Occident et l'Europe telle qu'elle est? Ça, c'est ma première interrogation. Je ne parle même pas des civilisations orientales, de l'Inde ou de la Chine, qui ont d'autres structures de pensée et donc d'autres manières de voir le monde, à travers des langages qui sont différents, parce que, en dernière analyse, en ce qui me concerne, je pense que c'est le langage qui conditionne la pensée. Et qu'en fonction du langage, on ne pense pas de la même manière à Pékin, à Paris ou à San Francisco. Encore plus que les différences liées aux religions. Et puis il y a deux termes ensuite, universalité des valeurs. Les valeurs, je ne sais pas bien ce que c'est. Si on en a une idée très générale, tous les maçons vous diront que les valeurs, c'est la liberté, l'égalité, la démocratie, c'est la morale, c'est... Mais ça, vous pouvez le savoir aussi bien que moi. Mais les valeurs, dans notre civilisation, et quand nous ne sommes pas dans une loge maçonnique, c'est autre chose. Bien souvent, ce sont les valeurs de la bourse, ou ce sont les valeurs de l'argent. Et est-ce qu'il y a vraiment une relation entre les valeurs philosophiques et les valeurs matérielles? Je pense qu'il y a aussi une grosse différence. Et enfin, le terme universalité me gêne toujours. Alors j'ai décidé d'être un peu iconoclaste dans la présentation. Je vais essayer de vous montrer qu'il n'y a pas d'universalité des valeurs et qu'il n'y a pas d'universalité, notamment de la valeur essentielle pour nous, qui est l'éthique. À travers simplement quelques exemples historico-philosophiques. Tout simplement parce que on se pose sur la question dans nos sociétés actuellement s'il y a une perte complète. Je ne fais pas la différence à ce stade-là entre morale et éthique. Une perte complète de la morale, ou est-ce qu'il y a un retour de la morale? Peut-être se peut-il se poser la question également de savoir s'il faut réduire la vie politique, au sens noble du terme, la vie dans la cité, à la morale. Et une autre question qui me semble essentielle,
est-ce que l'idée que l'on se fait du bien, là aussi c'est un mot que je n'aime pas, est-ce que cela correspond bien à l'idée que l'on se fait du vrai? Or, dans la plupart des structures de pensée occidentale, religieuses ou non religieuses, la tendance est de faire en sorte de considérer ce que l'on considère bien comme vrai. C'est-à-dire de faire d'une valeur une vérité. Or, il me semble qu'il y a deux ordres complètement différents. Mais là, ce n'est pas moi qui l'ai dit, il faut revenir à Pascal. L'ordre de la géométrie, l'ordre du cœur, vous connaissez cela. Il y a la vérité scientifique, qui, elle, est universelle. Dans un système décimal en base 10, 2 plus 2 font 4, quelle que soit votre culture et votre opinion, qu'elle soit philosophique ou religieuse. 2 plus 2 en base 10, ça fait 4. La racine carrée de 2, dans le même système, c'est le même résultat pour tout le monde. Nos ordinateurs qui fonctionnent dans un système binaire sont universellement répandus. Ça veut dire que la vérité scientifique, y compris ses insuffisances ou ses doutes, est quelque chose qui est vraiment universel. Tout simplement parce que ça repose en dernière analyse sur la raison et sur des sciences mathématiques qui, elles, sont universelles. Est-ce qu'il en est bien de même des sentiments, de la morale? Je pense qu'on n'est pas dans l'ordre de la science, là, mais qu'on est dans un ordre ou du cœur ou de l'éthique, l'ordre des sentiments. Et là, vous connaissez la formule de Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. C'est-à-dire que la vérité scientifique, elle est vraie en deçà des Pyrénées et elle est vraie au-delà. La vérité morale n'est pas vraie au-delà des Pyrénées, même si elle est vraie en deçà. Et je crois que de ce point de vue-là, rien n'a changé. Alors la seule universalité qui me semble possible, c'est l'universalité de la raison et de la science. Le reste, à mon avis, est sujet à caution. Alors si on examine un peu comment se sont constituées les différentes structures morales, on peut se poser la question de savoir pourquoi un certain nombre de philosophes ont cherché, en dehors de la religion, ou avec le secours de la religion, à trouver des fondements à la morale, à la distinction entre le bien et le mal, ou à la distinction entre le bon et le mauvais, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et là, vous retrouvez la subtile distinction qui est entre l'origine hébraïque d'une partie de notre civilisation, judéo-chrétienne, et l'origine gréco-latine. Dans la philosophie gréco-latine, on ne se préoccupe pas du bien et du mal, mais seulement du bon et du mauvais. Dans la philosophie chrétienne, on se préoccupe du bien et du mal. Et ce n'est pas forcément non plus la même chose. Il n'y a pas coïncidence stricte entre le bon et le bien, et le mal, pour les Grecs, vous connaissez Platon, le juste, le bon et le beau. Ce qui compte, c'est une partie de l'esthétique, ce n'est pas le mal. Alors, est-ce que il y a un rapport entre, d'abord, la morale et la loi? C'est Kant qui avait fait très bien remarquer la différence. Il y a la légalité d'un côté et la moralité de l'autre. Et l'une n'est pas forcément superposable à l'autre. En ce sens qu'une action qui est conforme à la loi, sur laquelle la puissance publique n'a rien à dire, n'est pas forcément une action morale. Mais d'un autre côté, la loi, en tant qu'institution qui nous concerne tous, produit également des normes morales. Là aussi, il n'y a pas superposition exacte entre ce qui est légitime ou légal et ce qui est conforme à l'ordre, pas à l'ordre moral, à la morale. L'exemple typique dans notre civilisation, et nous en faisons partie en tant qu'obédience, c'est le Comité consultatif national d'éthique. Ce comité recense bien sûr les obédiences maçonniques, les structures religieuses, les structures philosophiques, mais qu'en ressort-il en définitive, quand on lit bien les travaux? Il en résulte de longs débats où chacun met en avant
s'il est religieux, ou s'il ne l'est pas, mais en subliminal, ses propres convictions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de débats, mais que le consensus final n'est pas un consensus d'avenir, mais c'est un consensus sur le plus petit dénominateur commun des uns et des autres. C'est très sympathique. Ça peut satisfaire les bonnes consciences des uns et des autres, car les maçons ont aussi une bonne conscience, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais concrètement, il y a un accord minimal, il n'y a pas d'avancée vraiment, et on revoit réapparaître l'influence grandissante des religions, de toutes les religions, qui reprennent pied par le biais des valeurs religieuses que l'on aurait pu supposer être un peu abstraites de la société civile. L'un des problèmes également, qui n'est pas bien résolu, c'est de savoir ce qu'est la personne humaine. Ça semble abstrait, vous me disiez, bon, c'est évident, il suffit de se regarder, nous sommes des personnes humaines, mais sur le plan strictement philosophique, qu'est-ce qu'une personne humaine ? La limite, le paradoxe, vous le savez très bien. Expérimentation sur les embryons, difficile pour beaucoup, parce qu'on expérimente sur une personne humaine ou potentiellement humaine, mais en même temps, quand on pratique une IVG, on ne considère plus que c'est une personne humaine puisque ce n'est pas un infanticide. Là aussi, il y a une distorsion complète des valeurs des uns et des autres, et pas des valeurs des uns et des autres, des valeurs des mêmes personnes. C'est-à-dire que la personne qui pense qu'il ne faut pas expérimenter sur l'embryon parce que c'est une personne humaine, si dans son cas particulier elle doit avorter, elle va conclure qu'elle peut avorter parce que ce n'est pas une personne humaine. Il y a une distorsion complète entre l'appréhension, et en fait, cette distorsion vient essentiellement du fait que dans nos sociétés où l'individualisme est devenu forcené, les seules règles qui commencent à apparaître sont des règles qui sont à l'utilisation exclusive de chaque individu. C'est-à-dire que quand l'individu a besoin d'une règle morale, il la prend pour ce qui le concerne, et que si le lendemain, pour faire le contraire, il a besoin d'une autre règle morale, il va piocher quelque part la règle morale qui lui convient. Donc déjà, dans notre propre société, on se rend compte qu'il n'y a pas une morale universelle. Et concrètement, on pourrait dire que nous sommes tous très admiratifs des autorités morales, et les francs-maçons très également, puisque nous voulons nous revendiquer comme une autorité morale, les uns et les autres. Mais en pratique, les autorités morales ne sont acceptées que pour les autres. Dans la sphère individuelle qui m'est propre, les autorités morales ne me concernent pas, sauf si elles correspondent à ce que je pense. En fait, tout le discours politique, sociologique de nos époques est un discours qui est fondé sur le but que l'on veut tous une société juste, on veut tous que les situations soient morales, bien équilibrées, mais personne ne veut être un acteur efficace de la morale qu'on souhaite pour les autres. L'individu actuellement refuse complètement l'aspect normatif de toute morale. Et il n'y a pas de morale s'il n'y a pas un aspect normatif qui s'impose à tous. Or, vous le savez très bien, dans la société actuelle, personne n'accepte un aspect normatif qu'il n'aurait pas approuvé lui-même. Et comme il y a 60 millions de Français, 500 millions d'Européens, personne ne veut d'une morale qui lui soit contrainte. Mais tout le monde, chacun d'entre nous, veut qu'il y ait bien une morale pour tout le monde, pour tous les autres, sauf pour moi. Alors les structures morales, et c'est là où je vais en venir assez rapidement, la justification et les fondements de la morale sont très différents selon les auteurs, ce qui les annihile un peu les uns les autres. La première thèse essentielle, en dehors des structures religieuses, bien entendu, une structure religieuse, par définition, est normative. Elle vous dit le bien, le mal, elle vous dit ce que vous devez faire. Si vous êtes religieux parfaitement croyant, vous n'avez plus à vous préoccuper de rien. Vous appliquez la norme morale de l'Église. Si vous êtes juif, vous prenez le Lévitique, vous lisez soigneusement ce qu'il faut faire et pas faire, le problème est réglé. Mais si vous ne l'êtes pas, il faut bien avoir une justification à la manière de vivre.
La première justification est venue de Jeremy Bentham au XVIIIe siècle. Et Jeremy Bentham a mis en évidence le fait que, je cite sa phrase, dans un livre dont j'ai oublié le titre, j'ai oublié de noter, qui est paru en 1789, l'année de la Révolution. Et il avait écrit ceci: « La nature a placé l'humanité sous le gouvernement de deux monstres souverains, la peine et le plaisir. Le principe de l'utilité constate cette suggestion. » De l'utilité, et la morale de Jeremy Bentham est une morale utilitariste. Ce qui est moral, c'est ce qui donne du plaisir, et ce qui est immoral, c'est ce qui donne de la peine. À partir de là, vous voyez bien les dérives possibles. Et pourtant, à l'époque, ça s'intégrait également dans la théorie économique qui allait survenir, celle d'Adam Smith, c'est-à-dire que les choses se font naturellement. Et là, on a un universalisme qui existe. C'est que pour tous les hommes, la peine et le plaisir, c'est à peu près la même chose, et que l'intérêt financier de l'économique, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que le principe d'utilité vaut effectivement pour tous les hommes. Il y a un gros problème, c'est que si c'est un principe d'utilité matérielle, si cette utilité vaut pour tous les hommes, alors il n'y a plus d'hommes différents, il n'y a en définitive que des objets. On réduit l'homme à être l'objet d'une consommation du plaisir. C'est une possibilité, mais c'est complètement antinomique de la vision antique où il s'agissait, bien évidemment, ce que les Grecs appelaient l'eudémonia, c'est-à-dire le bonheur de vivre. Et Jeremy Bentham renverse complètement la situation. Il ne s'agit pas d'avoir une vie bonne, comme le disait Aristote, il s'agit d'avoir une vie heureuse. Et la vie bonne n'est pas la vie heureuse. Et les théories de Jeremy Bentham se traduisent dans ce qu'on appelle, encore de nos jours, le welfare state, l'État qui procure le bonheur à ses concitoyens. En dernière analyse, le seul universel qui va être le même pour tous, ce ne sont pas les valeurs telles que nous le connaissons, c'est l'argent, qui est le seul universel qui soit commun à tous les hommes et qui règle le principe d'utilité. La deuxième grande catégorie de philosophies qui ont essayé de fonder la morale, c'est Kant. Et Kant fonde la morale, à la différence de Jeremy Bentham, qui est une morale hypothétique, sur des hypothèses qui vont survenir, Kant fonde la morale sur ce qu'il appelait l'impératif catégorique. C'est-à-dire que la morale découle de la volonté libre et autonome de la raison. Et surtout, la morale découle de ce que l'on fait, non pas par intérêt, mais par devoir. Et pour Kant, c'est très clair dans la critique de la raison pratique. Vous connaissez toutes les maximes qui figurent parfois dans nos rituels. Quelque chose qui est fait pour satisfaire même partiellement l'intérêt de celui qui le fait, par définition, ne peut pas être un acte moral. L'acte n'est moral que s'il est fait par devoir et jamais par intérêt. On est donc dans une situation complètement différente de celle que postulait Bentham. Et pour Kant, et là encore, Kant suppose que la raison soit universelle, ce qui est vrai, et comme la raison est universelle et identique dans tous les hommes, la morale qui en découle est forcément universelle. Et soit dit en passant, toute la franc-maçonnerie que nous représentons vit toujours sur ce postulat-là. Sauf que ce postulat-là, qui est au XVIIIe siècle, a subi beaucoup de critiques et qui n'est, à mon sens, plus valable du tout. Et là, c'est une réponse partielle à la question qui a été soulevée. Il y a eu deux grosses critiques. Il y a eu la critique de Hegel, qui a mis en évidence le fait que la morale pure de Kant était une morale purement formelle. C'est une abstraction. Le code moral kantien, en fait, est un code parmi tous les autres codes, et il s'adresse à des hommes qui sont abstraits, pas aux hommes dans la situation concrète. La réflexion morale de Kant, quand vous voulez l'appliquer à la situation concrète dans laquelle vous vous trouvez, ce n'est pas évident du tout. Comment s'agit-il d'agir par devoir quand le devoir peut vous proposer plusieurs solutions possibles? Eh bien, Kant ne répond pas à ça. Hegel, si. Et il y a une critique de Paul Ricoeur, sur laquelle je passerai assez rapidement, mais qui est beaucoup plus fine que celle d'Hegel. C'est que si l'on pratique quelque chose qui est de l'ordre de l'universel,
alors il faut que l'on admette que cet ordre pratique soit justiciable d'un savoir scientifique. Ricoeur nous dit ce que je vous disais un peu au départ, c'est qu'il n'y a d'universel que la science. Et on ne peut, si l'on part du postulat que la morale ou l'éthique est universelle, on ne peut l'asseoir que sur un savoir scientifique. Sinon, c'est impossible. La troisième grande modalité de créer un soubassement à l'éthique, c'est très moderne, c'est celle de Jürgen Habermas, qui est toujours vivant, de l'école de Francfort. C'est ce qu'il a appelé l'éthique communicationnelle. Pour Habermas, c'est le langage, l'échange que nous avons avec les autres, qui permet de co-organiser la raison. Et donc l'universalité se retrouve dans les structures d'intelligibilité du langage. Structures d'intelligibilité, on fait réapparaître la raison et la science. Là aussi, c'est un peu compliqué, car pour admettre que la discussion entre les uns et les autres puisse aboutir à une norme universelle, cela suppose que l'on ait déjà validé qu'il puisse y avoir des normes éthiques universelles. Pas plus que les autres, l'éthique communicationnelle d'Habermas est soit un formalisme abstrait totalitaire, soit au contraire se réduit à l'échange et donc à l'opinion publique. Et c'est l'opinion publique qui crée la valeur. C'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait voter pour fixer ce qu'on doit faire. Que l'on vote dans le sens politique pour fixer ce que l'on veut faire est une chose. Je ne suis pas certain que nous soyons prêts à accepter que l'on puisse voter pour définir ce qui est bien et mal. Mais si nous nous fondons sur le fait que ce qui est bien et mal ne peut surgir que du dialogue entre les uns et les autres, en définitive, s'il faut prendre une décision, la seule manière, ce sera de voter. Peut-on voter sur des valeurs? Peut-on voter sur une vérité? Je ne suis pas sûr du tout. Alors à partir de là, il me semble avoir répondu à une partie de la question, c'est qu'il n'y a pas d'universalité des valeurs. Et donc il n'y a pas d'universalité de l'éthique, donc il n'y a pas d'universalité de la morale. Les dernières tentatives sont des morales qui ont cherché un fondement scientifique. Vous connaissez les travaux de Jacques Monod, les travaux d'Herbert Spencer, vous connaissez les travaux d'Edward O. Wilson, de Richard Dawkins. Tous ces travaux sont fondés sur l'adéquation de la morale avec les présupposés scientifiques. En clair, et on va aller jusqu'au bout avec Richard Dawkins, la morale, c'est ce qui permet aux gènes que nous portons de survivre dans les meilleures conditions. Quand on dit ça, vous devez tous être choqués comme moi. Mais c'est ce que dit la science. Ce qui compte pour l'espèce humaine, c'est la survie des gènes et des gènes les plus qualifiés pour faire progresser l'espèce humaine. Donc ce qui est moral, c'est ce qui permet la survie de ces gènes. Je ne suis pas sûr que nous soyons prêts à accepter cette morale-là. En définitive, la modernité où nous sommes vit toujours sur l'universalisme kantien, qui à mon sens a atteint ses limites, mais n'a pas trouvé de succédané au moralisme de Kant, sauf, et c'est ce que l'on voit réapparaître, sauf à réintégrer dans nos philosophies morales les présupposés religieux. Et je pense qu'il y a, de manière évidente, un renouveau des intégrismes religieux, de tous les intégrismes religieux, et pas seulement de l'islam. Il y a un intégrisme des églises évangéliques, il y a un intégrisme juif qui est réapparu, il y a un intégrisme de l'Église catholique. Il y a eu un procès récemment pour une structure, une secte catholique qui s'appelle les Béatitudes. Toutes ces structures intégristes proposent à nos concitoyens d'autres fondements pour asseoir la morale de chacun d'entre nous. Et je pense que l'universalisme kantien, ayant épuisé ses effets, donc l'universalisme maçonnique, ayant épuisé ses effets, permet la résurgence de tous ces intégrismes. C'est déjà Sartre qui l'avait dit, je vais retrouver une phrase, je pense que c'est dans Jean Genet, Saint et Martyr, il avait écrit ceci: le problème moral, donc c'est très moderne, naît de ce que la morale est pour nous, en même temps, inévitable et impossible. Eh bien, je pense que le problème moral est bien sûr inévitable, mais que nous n'avons pas trouvé la possibilité de nous en sortir actuellement. Voilà. Merci beaucoup.
au point où nous en sommes, s'il n'y a pas d'université des valeurs, pour peu que le prochain intervenant me dise qu'il n'y a pas non plus ni nord ni sud, je ne sais pas comment nous allons pouvoir débattre, à moins que nous soyons partisans de la table rase. Jean-Michel Ducomte, vous avez la parole. Oui, bonjour. Alors, mon propos sera un petit peu différent dans sa formalisation. Je partirai d'abord pour ce qui concerne la définition des deux notions qui sont au cœur de la question d'un même fondement, d'un même auteur qui est Montesquieu. La distinction pour moi du Nord et du Sud relève à peu près de la même logique que celle développée par Montesquieu dans les Lettres persanes. J'ai le sentiment que ce dont nous débattons aujourd'hui, c'est l'ici et l'ailleurs. C'est-à-dire ce qui nous construit, ce qui est nous-mêmes, ce qui est au fondement de ce que nous estimons être notre construction à la fois politique, morale, culturelle, et ce qui nous étonne, nous surprend, nous interpelle, dans ce qui se manifeste ailleurs, avec parfois d'ailleurs, et j'y reviendrai, la tentation de conformer les autres à ce que nous considérons comme étant les valeurs que nous avons, ou les principes que nous avons définis. Ça a été notamment le travail insupportable conduit par la logique colonisatrice. Je reviendrai également à Montesquieu, en ce milieu du XVIIIe siècle, pour essayer d'identifier ce que l'on peut mettre derrière l'interrogation concernant l'universalité des valeurs. Alors, je cite un peu de mémoire, mais dans ses pensées, pas dans l'esprit, dans ses pensées, il a une formule qui est à peu près celle-ci, et vous la connaissez parce qu'elle est souvent réitérée. Si je savais quelque chose qui fût utile à ma nation, mais qui présenta des dangers pour un autre peuple, je ne le suggérerais pas à mon prince, parce que avant que d'être français, je suis un homme. Façon de dire, il y a un principe d'humanité qui est à l'arrière-plan de tout ce qui nous amène à agir, et ce principe d'humanité fait que finalement, nous sommes invités, enfin c'est la posture qui est celle de la modernité, à nous déprendre de nos appartenances afin de nous référer à quelque chose qui relèverait de l'universel. À partir de là, une première observation, c'est que la question de l'universel ou de l'universalité est sûrement une des questions les plus urticantes de la pensée philosophique. Quasiment toutes les civilisations ont mouliné cette question de l'universalité, notamment lorsqu'elles étaient animées de logiques impériales ou impérialistes. Mais c'est vrai que l'Occident a opéré un traitement assez singulier de cette question de l'universalité. Elle est présente, j'y reviens pas, dans la pensée grecque. Enfin, on peut dire que toute la dimension essentialiste de la pensée grecque, presque mécaniquement, aboutit à produire de l'universel ou à envisager de l'universel. Et la question, par exemple, va se poser un peu plus près de nous, notamment autour de cette querelle dont on parle souvent sans en connaître le contenu, la fameuse querelle des universaux. Au Moyen-Âge, entre Guillaume d'Occam, qui définit j'essaie d'éviter de jargonner, une vision que l'on qualifie de nominaliste, considérant que les universaux ont pour fonction de donner une dénomination qui permet de catégoriser des éléments sans nécessairement les dissoudre, et la vision contraire à celle de Guillaume d'Occam, qui est une vision que l'on considère comme essentialiste, à savoir en quelque sorte que l'intégration d'un élément dans ce qu'on appelle un universel aboutit en quelque sorte à lui faire perdre sa singularité pour le rendre semblable à tous les éléments qui figurent à l'intérieur. Et on a très longtemps vécu avec ce débat un peu complexe, difficile sur l'universel, mais me semble-t-il avec quelque chose d'assez original, c'est que pratiquement jusqu'à l'émergence de la modernité, existait, comme je le disais hier à mes étudiants, une sorte de cumul
d'universel particulier. On dit un universel particulier, c'est un peu paradoxal, c'est une forme d'oxymore, l'universel particulier, mais si quand même. C'est notamment les universels que développent les pensées religieuses, dans la mesure où ce sont des universels qui sont fondés sur un principe d'orthodoxie, c'est-à-dire un principe sur lequel il y a un dedans et un dehors. Le dedans, c'est celui de la vérité, et le dehors, c'est celui de l'erreur, avec la logique qui va avec, à savoir que celui qui est dans l'erreur, il faut soit l'évacuer, soit le convaincre. Vous connaissez la fameuse formule, j'y reviendrai, d'Augustin, qui est la suivante: contrains-les d'entrer. Il faut, pour leur bien, que tu les contraignes d'entrer dans l'espace religieux qui est celui à l'époque de la religion chrétienne, parce que c'est pour leur bien, parce que là est la vérité, et ailleurs est l'erreur. Et on a vécu en permanence sur cette logique de l'orthodoxie et de l'hétérodoxie, ce qui fait que finalement l'universel, mais aujourd'hui on n'est pas dans une situation, et j'y reviendrai, complètement différente, est à la fois un construit, quelque chose qui est donné au travers d'une doctrine qui a été formulée, et en même temps un projet, c'est-à-dire un projet que l'on applique à un univers social en faisant en sorte que chacun se mette en situation de partager cette lumière de la vérité qui l'amènera vers le bonheur, enfin vers toutes les valeurs terrestres ou supraterrestres qui sont offertes en partage par le discours religieux. La grande fracture de la modernité, dont la pensée kantienne, bien sûr, est une des conséquences, c'est qu'on a essayé de sortir de la particularisation de l'universel. Et j'évoquais Augustin, je peux évoquer quelqu'un qui est en plein milieu de la modernité, qui est un de nos voisins géographiquement, qui est Pierre Bayle, dans son discours sur la tolérance, qui effectivement est une réflexion sur le contraint-les d'entrée d'Augustin. Et il dit précisément, ce dont il faut sortir, c'est de la contrainte. Il faut, en quelque sorte, inventer une sorte de construction métaphysique qui soit de nature à donner lieu à une acceptation qui ne soit pas fondée sur la contrainte. Et quelle est la condition pour aboutir à cette construction? C'est de réfléchir au principe d'humanité, de considérer qu'il y aurait une sorte d'irréductibilité de la condition humaine, non, de la nature humaine. On n'est pas chez Hannah Arendt encore, on est toujours dans une vision juriste-naturaliste, où on considère qu'il y aurait une nature humaine, et que par principe, cette nature humaine serait attributive de droit, serait attributive de prérogatives, construirait en quelque sorte, construirait et utiliserait un universel qui serait indispensable à la fois à sa vie actuelle, mais également à son inscription dans la durée. Il n'est pas inintéressant de souligner que la référence faite à cette nature humaine s'est conjuguée avec l'émergence de l'idée de progrès. Disons que la nature humaine est une nature humaine qui est marquée par, la formule n'est pas de moi, de Taguieff, par une sorte de syndrome futurocentriste. L'universel serait le moteur du progrès. Et le moteur du progrès d'une humanité considérée comme étant porteuse d'une essence. Alors cette vision a été, bien sûr, au-delà de sa reconnaissance, et Pierre Bayle y a apporté une contribution conséquente, a été construite philosophiquement. Je pense que l'exemple le plus achevé de cette construction, c'est la philosophie kantienne, qui récupère dans la corbeille philosophique une des composantes de la vieille pensée aristotélicienne, la raison, et qui dit, mais par la raison, on est en mesure d'accéder à la compréhension, à la perception des éléments qui construisent l'universel. J'allais presque dire, la messe est dite, à partir de l'affirmation kantienne du fait que l'outil de la raison nous permet d'avoir accès aux composantes de l'universel. Alors Kant, bien sûr, est critiqué. La pensée de la modernité n'est pas homogène. Il y a par exemple un de ses quasi-contemporains qui est Herder, en Allemagne, qui, lui, au contraire, avance l'idée d'une forme d'historicisme culturalisé,
en disant non, nous sommes le produit d'une histoire, et les histoires sont singulières, les destins nationaux sont des destins qui changent selon les périodes, selon les occurrences. Donc, ne nous enfermons pas dans quelque chose qui finalement serait de nature à réduire l'aptitude de l'homme à concevoir des hypothèses différentes, des situations différentes. Et cependant, c'est quand même cette vision kantienne qui va l'emporter. Et il y a, me semble-t-il, un acte majeur sur le terrain notamment du droit positif qui est le marqueur de cette entrée de l'universel comme élément de construction politique des sociétés modernes. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et notamment l'article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Façon de dire que la nature humaine, en quelque sorte, cette fameuse nature humaine qui était au cœur de l'affirmation de la pensée kantienne, cette nature humaine a pour conséquence d'être attributive à tout membre de cette espèce humaine, de cette nature humaine, de droits identiques dont il pourra faire un usage libre. La société moderne est née. Cette sorte d'universel sans extérieur, en quelque sorte, s'impose. Et les révolutionnaires, très tôt, vont essayer de développer les conséquences de cette vision d'un universel sans limite, d'un universel sans frontières, parce qu'applicable à la nature humaine. Ils vont le faire dès la Révolution. Vous avez par exemple une politique qui est aujourd'hui un petit peu oubliée, celle des républiques sœurs. Lorsqu'on construit les républiques sœurs, c'est pour leur bien. J'étais il n'y a pas très longtemps à Naples, dans la République parthénopéenne, mais ce n'est pas la seule. Elle a été construite sur un modèle à l'identique de celui de la République française, sous le régime du Directoire, simplement parce que c'était dans la nature des choses que d'imposer à ceux qui n'avaient pas encore eu le temps, la culture, la conscience, cette vision particulière de l'organisation d'un pouvoir politique fondé en apparence sur l'affirmation du fait que les hommes étaient libres et égaux en droit, tel que le dit l'article 1er de la Déclaration de 1789. Et puis on a dépassé un petit peu les limites. On a commencé à se préoccuper de l'ici et de l'ailleurs, avec en particulier le développement d'une politique coloniale, auquel, je le souligne quand même, la franc-maçonnerie a donné une adhésion enthousiaste dans son développement. Elle a même parfois été l'actrice de cette politique coloniale. D'ailleurs, paradoxalement, elle a été l'actrice avec les anciens défenseurs des universels particuliers. Main dans la main, congrégation religieuse et obédience maçonnique, elle est au service de la civilisation des peuples. J'ai retrouvé un texte il n'y a pas très longtemps de Victor Hugo, le grand symbole républicain, qui était invité, peu de temps avant sa mort, à un banquet consacré à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Donc s'il y avait une occasion où l'on devait véritablement être attentif à cette question de ce que sont les autres, c'était l'évocation de l'abolition de l'esclavage. Et Victor Hugo a cette formule qui fait froid dans le dos, s'adressant par-delà ses interlocuteurs aux nations européennes, il leur dit « l'Afrique est à vous ». L'Afrique est à vous parce que alors ça me rappelle un discours qui n'est pas si lointain que cela, parce que c'est un pays sans histoire. Contrairement à l'histoire très profonde, très ancienne de l'Extrême-Orient, contrairement à l'histoire bien évidemment très profonde de l'Europe, contrairement au Nouveau Monde, où depuis déjà un certain temps, nous avons amené notre civilisation. Donc il considère que, non pas il faudrait imiter ce que Portugais et Espagnols et Anglais au Nord ont réalisé dans le Nouveau Monde, mais finalement, il n'est pas très loin de concevoir cela. Or, il dit bien sûr, il ne faut pas pratiquer l'esclavage. Il faut être respectueux de ce que sont ces hommes. Mais, j'allais presque reprendre la formule d'Augustin, contraignons-les d'entrer dans la modernité. Contraignons-les d'avoir ce type
de référence universelle qui leur permettra de se sentir frères d'une espèce humaine construite à partir de ce que sont les acquis de la modernité. Cette vision a duré pratiquement jusqu'au deuxième conflit mondial. Alors philosophiquement, elle avait connu quand même quelques interrogations antérieures. Je vous renvoie, alors je ne voudrais pas faire de la philosophie politique en permanence, mais je vous renvoie quelques noms quand même relativement importants. Il y en a un qui me semble essentiel parce qu'il a vu pas mal de choses, bien qu'il soit souvent non pas mal considéré, mais considéré de façon un petit peu extérieure par rapport au corpus philosophique général. C'est Nietzsche, notamment dans la critique généalogique de la morale, où il dit, attendez, la morale, c'est pas un en soi. La morale, c'est une construction, et une construction sociale. Et si on sort de cette logique de la construction sociale, on se prive soit de comprendre ce qu'est la morale, soit on s'autorise à faire de la morale un instrument d'asservissement, parce qu'on la considère comme un en soi qu'il faudrait bien évidemment appliquer sur toute société, quelle qu'elle soit. Au-delà du bouleversement opéré partiellement par la pensée nietzschéenne, il y a quand même toute une série d'événements qui ont brutalisé l'universel occidental. C'est ce qui s'est passé pendant le deuxième conflit mondial. Lorsque vous lisez aujourd'hui, on évoquait tout à l'heure l'école de Francfort, il y a deux écoles de Francfort. Il y a la seconde, donc, avec toujours Jürgen Habermas. Il y a la première école de Francfort, qu'on a un petit peu oubliée aujourd'hui, mais avec des gens comme Adorno, Horkheimer. Je ne sais pas si je me souviens plus, je pense que c'est dans Minimalia Moralia de Adorno, qui est un petit texte qu'il écrit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et il dit, notre universel, c'est quasiment un tas de fumier. Parce que si véritablement ce sont les valeurs qui ont permis ce qui s'est passé entre 1933 et 1945, on a quand même du travail à faire pour essayer de concevoir quelque chose qui ressemblerait à ce qu'a été l'universel tel qu'au départ il a été travaillé par Emmanuel Kant, tel qu'il a été présenté par Emmanuel Kant. Donc oui, bien sûr, la métaphysique est importante. Oui, bien sûr, il faut essayer de se doter moins de valeurs que de principes. Les principes sont plus solides que les valeurs. Les valeurs, elles sont appréciables. Les principes, ils ont une forme d'intangibilité. Mais principes ou valeurs, peu importe, qu'avons-nous fait de ce qui, derrière les affirmations de l'article 1er de la Déclaration de 89, sont les grands principes de civilisation qui sont au cœur de ce que nous considérons comme l'universel de la modernité. Et on va assister à tout un mouvement ultérieur extrêmement intéressant, complexe, par certains côtés irritants, de remise en cause de l'idée même d'universel. Alors cette remise en cause de l'idée même d'universel, elle a son acteur premier. L'acteur premier, c'est Heidegger. On a dit beaucoup de choses sur Heidegger. Ce qu'on peut dire surtout, c'est que Heidegger siffle la fin de la partie en ce qui concerne la métaphysique. Heidegger dit le monde dans lequel l'homme vit, le Dasein, l'être là, enfin, c'est un monde sans métaphysique. La métaphysique est une imposture. La métaphysique, c'est une histoire que l'on se raconte. Alors que cette histoire, on la dote d'une dimension religieuse ou qu'on la prive d'une dimension religieuse, ça ne change pas grand-chose. En clair, pour lui, Kant et Augustin, c'est pareil. Position dangereuse, certes, puisque le Dasein signifie que, clair, chacun se démerde. L'être est roulé par le destin, c'est l'être là. Et il est construit finalement par les heures et malheurs de l'histoire. Donc, il n'a rien qui le tienne. Or si, Heidegger a un moyen de le tenir, c'est l'autorité. Il dit, en clair, c'est un discours de l'autorité, le discours heideggerien, puisque précisément le discours de l'autorité est substitutif par rapport aux principes métaphysiques qui construisent l'universel. Pensée très critiquable, qui explique la compromission de Heidegger, même idéologiquement, avec le nazisme.
Léo Strauss et Heidegger sont, me semble-t-il, les mamelles philosophiques de la pensée du Troisième Reich. Sauf que Heidegger a ouvert une brèche, et une brèche intéressante. Alors une brèche intéressante qui a été occupée par toute une série de courants de pensée. Il y a par exemple tout le courant structuraliste, derrière notamment Claude Lévi-Strauss, qui commence à dire, mais si on allait voir comment les gens vivent, si on allait faire un peu d'anthropologie, alors c'est pas du Heidegger tout à fait, mais c'est une façon de dire, débarrassons-nous des a priori et regardons ce qu'est le réel. Et on s'apercevra qu'il y a des différences, parfois des nuances, parfois des différences, mais qu'il n'y a sûrement pas de hiérarchie. Qu'il y a des composantes extrêmement diverses de la destinée humaine et qu'il faut en tenir compte, que personne n'a complètement raison, personne n'a complètement tort, que vraisemblablement des choses nous lient. Donc peut-être, reparlons d'universel, mais à partir du constat de la différence, sans oublier que la différence est constitutive de la logique civilisationnelle. Des différences historiques, mais également des différences synchroniques. Elles ne sont pas toutes diachroniques, les différences. Au même moment, il y a des situations différentes sur lesquelles porter un jugement apparaît comme une forme d'impérialisme. Le deuxième courant qui va être amené également à s'intéresser à cette logique de remise en cause de l'universel, c'est ce qu'on appellera le courant déconstructeur, qui va déconstruire l'universel, c'est la mission qu'il se donne. Et l'un des meilleurs représentants, je cite, il y a Lyotard, mais l'un de ceux qui me paraît le plus intéressant, c'est Jacques Derrida. Jacques Derrida qui, évoquant l'universel, dit, mais en fait, l'universel dont nous parlons, et il utilise le terme, est une mythologie blanche. Il va plus loin, il dit, c'est une mythologie blanche, hétérosexuelle, c'est en fait la vision anthropologique que nous, occidentaux, avons de l'homme occidental. Et le regard que nous portons sur l'humanité est un regard construit par notre mythologie blanche. Et tout le travail qu'il propose, c'est précisément d'essayer de se défaire de cette mythologie blanche, en essayant d'envisager quelque chose qui, tout en essayant d'identifier une sorte d'irréductible, est une attention minimale pour quelque chose qui, selon lui, est une catégorie de l'universel, qui est la différence. Selon lui, c'est parce qu'il y a des différences qu'il y a de l'universel. L'universel, ce n'est pas l'uniforme. L'universel, c'est ce qui permet à des réalités différentes de coexister de façon pacifique. Alors, comment vont-elles coexister de façon pacifique ? Derrida a une réponse de philosophe, assez normale. Il dit, on a une réflexion à avoir sur les mots eux-mêmes. Est-ce qu'on ne doit pas d'abord évacuer le terme d'universel ? Est-ce que ce qui est important, c'est parce qu'il nous est commun ? Est-ce que le commun n'est pas plus important que l'universel ? Dans la mesure où le commun est constatable. Le commun, on peut en faire la recension. L'universel, on en fait le constat. Donc aujourd'hui, on est confronté à une réalité qui, précisément, est une réalité qui doit être de l'ordre du constat, pas de l'affirmation. Une composante complémentaire est apportée justement aussi par Habermas. Alors, je compléterai la référence extrêmement intéressante qui a été faite à Habermas. Lui va s'occuper d'autre chose. Il va s'occuper de ce qu'il appelle l'espace public. Et il aura une très belle formule pour définir l'espace public. Il va dire l'espace public, c'est un lieu, alors ça paraît compliqué, mais je vais essayer de parler plus lentement. L'espace public, c'est un lieu où s'échangent des intersubjectivités raisonnées, sous l'arbitrage de la raison délibérative. Ça veut dire quoi ? En langage moins habermasien. Ça veut dire que l'espace public, lieu théorique, est un lieu dans lequel chacun arrive avec son sac à dos,
Il n'y a pas de vestiaire où on se déshabille. On est catholique, on y entre comme catholique. On est maçon, on y entre comme maçon. On est communiste, on y entre comme communiste. La seule règle, donc intersubjectivité raisonnée. Chacun arrive avec sa subjectivité. Mais il accepte de soumettre sa subjectivité à l'arbitrage de la raison commune. Et l'arbitrage de la raison commune sera réalisé par le débat démocratique. Et il dit, ce qui est important, c'est dans le respect de ce qu'est chacun, de définir une sorte de nouvelle volonté générale, mais qui, tout en étant respectueuse des identités, sera une volonté générale où chacun aura apporté sa contribution. Et j'ai eu, il n'y a pas si longtemps que ça, la révélation de ce que voulait dire Habermas. Je me trouvais en Nouvelle-Calédonie pour parler, en tant que président de la Ligue, du problème de la diversité culturelle et de la fonction de la laïcité en la gestion de la diversité culturelle. Et j'ai rencontré la veuve de Jean-Marie Djibaou, et qui m'a relaté une formule que Jean-Marie Djibaou avait eue lors de la négociation des accords Matignon. Il s'est adressé, je pense, à Michel Rocard, en lui disant moi, mélanésien, je suis parfaitement capable de comprendre l'immense part d'universel qu'il y a dans votre culture occidentale. Mais quand est-ce que vous, occidentaux, ferez le modeste effort de comprendre la toute petite part d'universel qu'il y a dans ma culture mélanésienne? Je pense qu'il avait tout dit au travers de cette formule. Alors, je ne sais pas s'il y a une petite part d'universel ou une grande part d'universel, mais façon de dire en clair, je suis le produit, la victime de la colonisation. Donc, oui, peut-être, j'ai appris des choses de vous, mais estimez que vous pouvez apprendre des choses de moi. Alors, je terminerai là-dessus parce que ce qui est aujourd'hui en cause, me semble-t-il, ce n'est pas l'abandon de l'universel. C'est au contraire l'invention de quelque chose qui relève de ce que nous appelons l'universel et qui permette de faire que le Nord et le Sud, l'ici et l'ailleurs, nous acceptions d'y porter un regard de façon pacifiée. Afin, et là j'aurai un propos de maçon, de faire que l'universel, ou ce que nous pouvons appeler l'universel, nous permette de fonctionner comme véritable centre de l'union. Parce que l'universel, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais ça peut être un élément de la discussion, l'universel maçonnique, si on le regarde intelligemment, c'est plus qu'un universel des Lumières. Il est produit des Lumières, mais il a une affirmation qui est extrêmement moderne si on accepte de le travailler à partir des constats que nous avons faits aujourd'hui. Je pense d'abord que dans la construction de cette nouvelle vision de ce qu'est l'universel, il faut que nous nous méfions des mots. Et en particulier du mot universel. Alors j'ai évoqué le nom de commun, puisque... Alors il est banal le nom de commun, mais il dit des choses plus concrètes que le nom d'universel. Donc il faut que nous méfions des mots, que nous essayions d'inventer des mots nouveaux pour identifier ce que nous souhaitons dire. Mais quels que soient les mots que nous utilisons, il y a au moins une réalité dont nous devons nous déshabiller complètement, c'est la fonction identitaire de l'universel. L'universel n'a pas pour fonction de nous identifier. Et bien que mon dernier ouvrage s'appelle « De l'identité maçonnique », je consacre les 200 pages au débat que j'engage à essayer de déconstruire l'idée que nous devions nous engager dans une démarche identitaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'identité, mais c'est une identité qui n'est pas identitaire. Enfin, c'est une identité qui n'est pas construite de telle façon qu'elle soit refermée sur elle-même et qu'elle dise une vérité une fois pour toutes. Donc, peut-être changeons les mots. Au-delà, je pense qu'il y a aussi une exigence d'adoption presque d'une nouvelle méthodologie qui doit nous conduire d'une part à nous sortir de l'universalisme facile. C'est commun l'universel. Je le regarde ici ou en bas et il me donne des réponses. Je pense également que nous devons nous défaire ou nous méfier du relativisme, qui n'est pas une réponse, qui est de l'ordre de l'analyse, le relativisme. Mais je pense qu'il est dangereux, le relativisme aussi, parce qu'il est hiérarchisant, le relativisme. Et si on se dépouille de l'un et de l'autre, on se mettra en mesure de repenser le dialogue des cultures en termes, non pas d'identité, mais de différence, en termes d'écart et de fécondité, en considérant que ce qui est important, c'est ce qui se construit dans la durée.
et que ce sont précisément ces différences évolutives qui font que l'humanité se met en situation d'évoluer, de se construire, parfois de se détruire aussi, puisque des difficultés peuvent survenir. C'est une façon que je revendique d'envisager les cultures comme autant de ressources au sein desquelles nous devons puiser, en considérant que peut-être aujourd'hui le danger le plus important, c'est celui de l'uniformisation. Ce dont nous devons nous méfier aujourd'hui, à côté de l'universel, à côté du commun, c'est de l'uniformité. Et c'est précisément cette reconnaissance dans notre espace national ou dans les espaces extérieurs des différences comme éléments de ressources et non pas comme éléments de contestation qui, me semble-t-il, sont au cœur d'une appréhension à la fois efficiente et civilisatrice du concept de l'universel. La politique, au sens où Hannah Arendt l'a dit, c'est-à-dire à partir d'un chaos de différences humaines, les hommes construisent entre eux un espace. Et cet espace, c'est précisément, tel que Hannah Arendt le définit, la politique. Alors, comment, excusez-moi de vous ramener un peu, j'allais pas dire sur terre, parce que vous n'avez jamais parlé de Dieu, mais comment un citoyen sans mythologie blanche peut-il promouvoir, tout au moins essayer de promouvoir, ou tout au moins garantir qu'une forme de société qui s'appelle la démocratie peut être, en quelque sorte, non pas imposée, mais proposée. Et cette forme-là n'est-elle pas, j'allais dire supérieure, mais n'est-elle pas préférable à une théocratie, une oligarchie, etc., etc. Parce que si il n'y a plus d'universel et si on doit se défier du relativisme, moi je voudrais trouver le chemin. Je cherche mon chemin, ce qui pour un maçon n'est pas extraordinaire d'ailleurs. Donc, alors, vous répondez brièvement ou on donne la parole à la salle, que voulez-vous? On va poser des questions à la salle, voilà. Une question là-bas, oui? Merci beaucoup pour vos interventions. D'abord parce qu'on ne vous a pas applaudi, mais on aurait dû le faire. Non, mais j'attendais de faire applaudir à la fin. Bon, d'accord. Alors, c'était difficile d'intervenir après de si belles prestations, mais néanmoins, il faut apporter quand même Vous avez posé la question à l'assistance. Je pense qu'une réponse a été donnée par M. Ducomte quand il parle justement de cette part d'humanité qu'il existe en chacun de nous et qui peut être la réponse de l'universalisme. Je pense qu'il a déjà donné une réponse à votre question. Moi, je voulais juste revenir sur une chose, une question à poser aux intervenants. J'ai vu que vous avez, M. Dubar et M. Ducomte, parlé du rapport à la langue et du rapport au monde. Bon, je ne vais pas vous parler de Fichte ici, parce que ce n'est pas mes références, mais il y a ce rapport au monde, effectivement, et il y a cet appauvrissement du rapport à la langue, au rapport au monde. On voit bien que, par exemple, que le grec est sorti de nos études, l'hébreu est sorti des études. Donc aujourd'hui, on relit les évangiles dans l'hébreu, on relit certains textes en grec, c'est sorti même du discours universitaire. Et même si on apporte quelque chose à l'université dans ces termes-là, on est mal vu. Ne pensez-vous pas justement que la clé justement de l'universalisme est dans ce rapport de l'individu à la langue, et que la langue s'étant affaiblie, ben justement, il y a aujourd'hui un appauvrissement de ce qu'on appelle l'universel. Oui, en ce qui concerne, j'ai fait allusion effectivement à la langue qui structure la pensée, parce que je n'ai pas de certitude scientifique sur le sujet, mais il me semble tout à fait naturel que les catégories de la pensée et la manière de penser à tout le moins sont différentes en fonction de la langue maternelle, en fonction des mots que l'on emploie, de la manière d'ordonner les mots, de la manière de structurer les phrases, et plus encore de l'utilisation du temps des verbes. Je vais dire un truisme que vous connaissez tous. Le temps des verbes sémitiques est complètement différent du temps des verbes européens, indo-européens. Nous connaissons le présent, le passé, le futur, le passé composé, l'imparfait. Dans l'hébreu, on connaît l'accompli et l'inaccompli. C'est quelque chose qui est radicalement différent.
Il est possible, dans la même civilisation, pour le même homme, de connaître les deux. Il est très difficile, à l'échelon d'un peuple, de pouvoir connaître les deux manières de s'exprimer. Or, les catégories qui surgissent dans la pensée sont tout à fait différentes. On n'imagine pas l'avenir de la même manière, selon que c'est du futur et pas du présent, ou selon que c'est un présent qui est en train de s'accomplir dans le futur. On pourrait faire d'autres simplifications un peu abusives, mais la manière de s'exprimer d'un Français et d'un Allemand est tout à fait différente. Quand vous mettez le verbe à la fin dans une phrase, vous ne construisez pas votre phrase, donc vous ne construisez pas votre pensée de la même manière que quand vous mettez le verbe avant le complément. Ce sont des petites nuances, mais je pense que le langage, la manière de structurer le langage, implique la manière de structurer la pensée et implique donc des différences qu'il faut assimiler progressivement dans la pensée des uns et des autres. Ce n'est pas facile, mais c'est faisable avec un minimum de culture et d'éducation. Cela suppose effectivement qu'il y ait un apprentissage de la langue des autres et donc de la culture des autres. S'il n'y a pas l'apprentissage de la langue des autres et de la culture des autres, me semble-t-il, nos civilisations sont condamnées à rester séparées. Alors ce qui est vrai de nos civilisations indo-européennes ou sémitiques que nous connaissons bien, à mon sens, il doit y avoir un fossé encore plus grand entre la manière dont un Chinois comprend la société dans laquelle il vit, la manière de se projeter dans le futur, parce que la construction de la langue chinoise est radicalement différente de tout ce que nous connaissons. Et si on n'apprend pas les uns et les autres les éléments essentiels de la manière de construire le langage, on ne pourra jamais comprendre la psychologie des uns et des autres. Ça ne sert à rien de se dire que tous les hommes sont pareils. Ça n'est pas vrai. Ils ne sont pas pareils. Ils sont tous différents. L'essentiel, c'est de comprendre la différence pour en faire un levier pour aller vers plus loin et pas de rester sur les différences qui nous séparent. D'abord, une réponse vraiment très rapide à la question de Luc Soubray. Il me semble que on peut assez rapidement se mettre d'accord sur ce que j'appellerais les prérequis. Et tout ce que nous pouvons débattre à l'heure actuelle, tous les principes autour desquels nous pouvons nous mettre sur lesquels nous pouvons nous mettre d'accord, ne sont, me semble-t-il, efficaces et perceptibles qu'à compter du moment où se trouve posé le principe de leur libre acceptation par chaque individu, de leur libre débat par chaque individu. Donc, pour moi, il y a toujours un prérequis démocratique. La démocratie comme valorisation de la fonction délibérative entre individus égaux. Je ne peux pas concevoir que le débat puisse s'engager sans ce prérequis. Il ne s'agit pas de dire une démocratie directe, indirecte. J'allais dire, je m'en moque. Enfin, je m'en moque pas. Après, on rentre dans la salle des machines, on bricole. Hein. Je suis un peu juriste et je sais comment on fait. Mais ce qui me paraît important, c'est l'existence de ces prérequis qui nous ramènent vers, non pas la nature humaine, mais la condition humaine. Et notamment la vision arendtienne qui... alors, elle ne l'évoque pas comme ça, la démocratie, mais incontestablement, si je devais apporter ma contribution à la définition de la condition humaine, je pense qu'il figure l'intégration du postulat délibératif entre individus égaux. On peut appeler ça la démocratie. Pour moi, c'est la démocratie où c'est les fondements, die Gründe, enfin, les fondements de la démocratie. Le reste, je ne dis pas que c'est la littérature, mais presque. Sur la question des langues, oui, bien sûr. C'est tout simplement la question du respect de l'intégrité de ce que sont les espaces culturels. Et la langue en fait partie. Il y a eu de formidables débats en France, quand même, on ne peut pas les oublier. Alors, il y a des débats qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas. Je voudrais faire une petite parenthèse, un champ de recherche sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler il n'y a pas très longtemps. Alors, il y a les grands débats autour de la Révolution, l'abbé Grégoire, le rapport Barrère en 1792. Il y a les débats plus compliqués qu'on ne le pense qui ont eu lieu sous la Troisième République. Moi, je me suis un petit peu intéressé au débat Jaurès et les radicaux autour de la question des langues. Et j'ai eu une surprise. Quelqu'un comme Clémenceau, j'ai retrouvé un discours de Clémenceau lorsqu'il revenait dans sa Vendée natale, où il parlait la langue vendéenne en disant « c'est par cette langue que vous me comprendrez ». Et lorsque Jaurès faisait ses campagnes électorales dans le Tarn, il parlait pas, enfin il parlait occitan, pas patois. Hein, mais lui disait qu'il parlait patois. Donc tout simplement parce que
être attentif à une langue, c'est respecter ceux qui la parlent d'abord. Et lorsqu'on les respecte, on essaie de les comprendre. Merci. Donc, je suis arrivé un peu en retard, donc j'espère que ma question va tomber dans le champ de ce que vous venez de dire, Monsieur Soubré, entre l'universel et le relativisme. Actuellement, pour des raisons diverses, je travaille sur le thème des différences hommes-femmes. On est ces jours derniers dans une campagne pour l'égalité des conditions hommes-femmes. Et j'entendais Roselyne Bachelot, il y a 2 ou 3 jours, évoquer un chiffre terrible, 50 000 mutilations sexuelles. Un chiffre encore plus extraordinaire que la plupart des associations féministes les plus radicales. Je me dis, tiens, c'est quand même très curieux. Mais ce thème des mutilations sexuelles, évidemment, pose un problème sur ces 2 termes de relativisme et d'universel. Françoise Héritier, qui est sans doute une femme tout à fait compétente dans son domaine d'anthropologie, effectivement, lorsqu'on lit son dernier livre, j'en ai pour 1 minute, effectivement, relativise beaucoup les mutilations sexuelles. Au fond, tout est culture. Et pour ne pas stigmatiser, il ne faudrait donc pas dénoncer. Beaucoup d'associations féministes radicales, d'ailleurs, sont très prudentes par rapport à la dénonciation des mutilations sexuelles. Alors, la question, c'est effectivement notre thème d'universel, c'est comment, en effet, peut-on concilier ces 2 domaines pour rester, effectivement, de manière concrète et non pas dans des considérations abstraites. Il y a très peu d'associations féministes en France. Il y a le GAMS, qui est contre les mutilations sexuelles, mais lors des protestations énormes vis-à-vis de l'affaire Strauss-Kahn, où on considère le mâle comme un prédateur sexuel redoutable, mais le GAMS, seule association parmi des dizaines d'autres. Et ces dizaines d'autres, peut-être, se fient sans doute au socialisme à réaliser dans un seul pays, comme Simone de Beauvoir, pour supprimer les inégalités hommes-femmes. Oui, sur ce sujet, je pense qu'il y ait une différenciation culturelle dans l'appréhension des mutilations sexuelles. Alors, peu importe le chiffre, à la limite, je pense que l'on doit mettre dans ces mutilations sexuelles les circoncisions pour religieuses, on va le dire comme ça. Mais peu importe qu'il y en ait 100 ou qu'il y en ait 5000, ça ne change pas le problème. Il y a quand même une façon de voir les choses qui est... Je vais peut-être choquer quelques-uns. Ce qui est encore valable outre-Méditerranée, ce qui est encore valable et qui ne doit pas le rester, ne doit plus être considéré comme valable chez nous. Et là, on peut très bien se référer directement à Kant. On ne peut pas agir sur quelqu'un, sur une personne humaine, même si on a du mal à la définir. On a quand même une idée de ce que c'est qu'une personne humaine. On peut très bien agir sur une personne humaine sans avoir une définition précise et ne pas considérer cette personne humaine comme un moyen, mais simplement, comme toute personne humaine, comme une fin. Et l'enfant est une fin qui est extérieure à ses parents et qui doit être extérieure aux contraintes religieuses. Et puis il y a une deuxième notion qui doit s'imposer, c'est que quand on pratique une contrainte mutilatrice sur un corps, au nom d'idées religieuses, il faudrait se poser immédiatement la question de savoir si cet aspect de la pratique, rituelle en l'occurrence, ou voire médicale de temps en temps, peut être valable pour toute la communauté des hommes. À l'évidence, non. À partir de là, si on a une pratique qui ne correspond pas à une fin pour une personne humaine, mais à un moyen de contrainte sur une personne humaine, et si ça ne peut pas être utile à l'ensemble de la communauté des hommes, il s'agit de la condamner. Après, l'interdire et la condamner, il y a de nombreuses méthodes. Là, on rentre dans le débat politique. Mais sur la justification globale, je pense que nous serons tous d'accord. Considérer la personne comme une fin et pas comme un moyen, et vérifier que ça puisse s'adresser à toute la communauté des hommes. Voilà. Au fond, tout à l'heure, pris par le temps et par rapport à votre réponse, je crois que l'universel pourrait éventuellement se trouver, au fond, dans ce qu'on appelle le darwinisme et, par rapport à ma profession, la psychologie évolutionniste. Il ne s'agit pas de rituel, il s'agit de mutilation dont la fonction, si on écoutait ce discours darwinien et de psychologie évolutionniste, est bien effectivement de faire en sorte que les femmes n'aillent pas faire un enfant dans le dos à leur mâle. Donc voilà un peu l'universel dans toutes les sociétés. Cherchez-le plutôt du côté de la psychologie évolutionniste et d'une démarche scientifique, et non pas forcément au niveau des religions.
Merci. Une autre question. Jean-Michel Ducomte va répondre en même temps aux deux questions, la précédente et celle-là. C'était évoqué concernant la nécessité de revoir les données universalistes définies par Kant, notamment le colonialisme. À cet égard, je voudrais rappeler que Pierre Charbonnier de Brazza était un frère et qu'il n'a pas érigé le colonialisme en une turpitude. Et ensuite, l'affaire lamentable de 1933 à 1945. Mais alors, on rejoint également deux propos qui ont été ceux d'Alain-Noël Dubar et de Jean-Michel Ducomte, c'est-à-dire l'argent et l'orthodoxie. Or, ça a été l'illustration de la prédominance de l'argent et d'une orthodoxie de l'argent. Ce que nous vivons actuellement et ce qui se passe partout dans le monde actuellement. Quel est donc actuellement le rôle de la franc-maçonnerie pour éviter justement ce qui se passe partout, cette oppression de tout le monde, de tous les peuples, par l'argent et l'orthodoxie de l'argent? J'ai indiqué en terminant mon refus du relativisme, mais également mon incertitude face à l'universel. Tout simplement parce qu'il y a un confort universaliste. On est installé dans le ciel des nuages et puis on raconte des choses. J'ai avancé l'idée de commun. Qu'est-ce qui est commun et qui est de nature à, étant commun, être posé comme intransgressable? Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à conduire sur le commun. Alors, dans un travail antérieur, lors d'un colloque, on avait, il y a 4 ans de cela, débattu de l'émergence de nouveaux universaux. Alors, c'était provocateur puisqu'on revenait à la vision, au vocabulaire médiéval. Et j'avais terminé mon travail, ma communication, en disant ce qu'il faut rechercher, c'est un universel générique, du genre humain. Sauf que moi, l'universel générique, c'est le commun. Et donc, aujourd'hui, méfions-nous d'une prétention universaliste qui nous amènera à avoir des discours extrêmement brillants, mais une efficience que je crains assez relative. D'où l'idée d'entrer dans ce qui est commun et intransgressable. Alors, la question qui est posée, elle nous renvoie pour partie au débat sur la question universelle. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le terrorisme de l'argent, le terrorisme du marché, agence de notation, enfin je ne sais pas trop comment on doit les évoquer. Moi, ce qui me sidère, c'est que dans le discours politique, ce sont des institutions qui se substituent à des individus. Ce qui nous inquiète, ce sont les marchés, les agences, Bruxelles, comme si finalement il y avait une déshumanisation complète de ce que sont les artisans de ce qui construit notre destin. Enfin, je pense que la sortie, si une sortie peut être trouvée, hein, elle ne peut être construite que sur un mode démocratique. C'est la redécouverte à la fois des vertus du discours politique et la redécouverte également de la dimension humaine de l'action politique. Tant qu'on n'aura pas réintégré ce qui me paraît être des évidences absolues qui ont été évoquées par beaucoup d'autres avant moi, je pense notamment à Machiavel, hein, il faut le relire de temps en temps, on risque aujourd'hui d'être dans une situation... Je donnerai un exemple. Enfin, je suis en train d'écrire un article provocateur évoquant la Grèce et l'Italie, en disant, dans les années 20, au Portugal, on a été chercher un grand économiste à Coimbra pour résoudre les problèmes économiques du Portugal. Il s'appelait Salazar. Et il est resté au pouvoir pendant X temps. Alors, je ne veux pas dire que Mario Monti ou le chef du gouvernement grec soient identiques, mais la logique est la même aujourd'hui. C'est le grand économiste, comme si on disait à Trichet de venir occuper... ça signifie qu'on a complètement perdu l'idée selon laquelle... Alors, ça relève là aussi d'un débat sur universel. On a complètement perdu l'idée selon laquelle ce qui nous advient, c'est nous qui le construisons. C'est au travers de notre statut d'être humain, apte à débattre, on revient à Habermas, hein, dans l'espace public, c'est nous qui construisons ce destin. Ce qui est aujourd'hui constatable, c'est l'abandon du destin qui a été fait à un certain nombre de réalités qui nous dérangent, à l'égard desquelles il faut avoir une position de combat extrêmement claire. Alors, ce que je dis sur Salazar est provocateur, mais j'ai envie de l'écrire parce que j'espère que ça fera mûrir un certain nombre de consciences en disant oui, ça s'est passé comme ça au Portugal. On a été chercher le meilleur économiste portugais pour régler les problèmes. Il a fallu qu'il meure pour que... Enfin, encore, Caetano l'a remplacé, mais il a fallu une révolution pour le faire disparaître. J'espère que nos amis grecs et nos amis italiens ne seront pas confrontés aux mêmes exigences d'engagement révolutionnaire. Encore des questions, peut-être? Oui. Sur Savorgnan de Brazza, c'était évidemment un frère pétri de bonnes intentions. Mais il était le paravent, en quelque sorte honorable,
de toute la colonisation qui apportait les Lumières. Alors c'est le grand problème, a-t-on le droit d'apporter les Lumières par la force, car la justification de la colonisation était celle-là. Il y a dans les parvis un frère bien mieux placé que moi, Jacques Ibéna, qui a beaucoup travaillé sur les loges et l'Afrique. Nos frères étaient pétris de bonnes intentions, y compris ceux qui étaient dans des loges d'Algérie, etc. Ils faisaient des convents sur la libéralisation, sur la montée progressive de la responsabilité des indigènes, etc. Ils n'avaient qu'une chose qu'ils n'avaient pas vue, c'est que les peuples dont ils voulaient le bien voulaient être indépendants. Et ça, ils ont eu une action bénéfique, en quelque sorte, pour développer l'hygiène, les œuvres sociales, etc. Ils n'ont pas compris, et ça a été quelque chose de dramatique pour beaucoup, ils n'ont pas compris que c'était très bien tout ça, mais que les gens voulaient être indépendants. Une autre question. Oui. Jean-Michel Duconte a parlé du confort de l'universel. Confort universel. Ne serait-ce pas plutôt l'utopie de l'universel? Je n'ai pas de réponse. Je constate simplement que l'universel est une idéologie et a fonctionné comme une idéologie dominante. Donc ça, c'est l'utopie de l'universel. Mais que incontestablement, certains ont mis quelque chose dedans. Donc il y a un universel en acte également. Et c'est en particulier l'universel en acte que l'on voit dans la colonisation. Donc oui, il y a la grande critique de Heidegger. Heidegger, lorsqu'il conteste la métaphysique, il lutte contre l'utopie de l'universel, en quelque sorte. Pas simplement, mais lorsqu'il balance des siècles de métaphysique, il considère qu'il fait table rase de tous les discours, de toutes les légendes, même si ce sont des légendes intelligentes, construites. Je pense qu'il y a les deux. Si ce n'était qu'une utopie, on serait utopos, sans lieu, et sûrement ou chronos, sans temps. Sauf que l'universel, j'évoquais à un moment, de façon un peu provocatrice, les républiques sœurs, ça c'est l'universel en acte. Hein. La colonisation, c'est l'universel en acte. Donc oui, bien sûr, c'est une forme de pensée, une forme d'idéologie. Et c'est pas critiquable. Hein. L'idéologie, pour moi, je suis un défenseur de l'idéologie, des idéologies. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que les idées, que les combats idéologiques, parce qu'on combat sur des conceptions que l'on se fait de la société et qu'on essaie de construire. J'en connais aussi les limites. Je sais que le réel existe. Il faut que quelqu'un qui se réfère à l'utopie sache en permanence qu'il doit avoir les pieds dans la glaise, qu'il ait la tête dans les nuages. C'est une bonne chose, mais qu'il ait les pieds dans la glace. Jaurès le disait très bien, cette sorte de dialectique entre l'idéal et le réel. C'est ça l'action politique, c'est ça l'action humaine. Et toute conception que l'on construit sur un mode idéologique, en permanence, il faut savoir à quoi ça sert, comment ça marche. Et donc, les deux, mon général, en quelque sorte. Toujours sur le même sujet. Utopie. Utopie de l'universel, peut-être une nuance, c'est que je crois qu'il faut faire une différence entre l'universalisme et l'universel. Manifestement, l'universalisme, je pense que nous sommes à peu près d'accord pour, avec des nuances d'expression, dire que l'universalisme kantien, l'universalisme du siècle des Lumières a épuisé ses effets et ne répond plus à la modernité, bien que nous vivions encore en franc-maçonnerie pour une grande part dessus. Ceci étant, constater que l'universalisme ne répond plus à tous les besoins ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'universel et qu'il ne peut pas y avoir d'universel. Et je crois que, et c'est le rôle de la franc-maçonnerie, me semble-t-il, de définir, de chercher, non pas un nouvel universalisme qui s'appliquerait brutalement, mais de rechercher quelles sont, parmi les valeurs, entre guillemets, je ne sais toujours pas ce que c'est qu'une valeur, mais qu'est-ce qui pourrait être universalisable et être accepté par l'ensemble des cultures. Il y a des choses qui sont universalisables, il y a des choses qui ne le sont pas. Mais il faut seulement faire le tri de ce qui est universalisable, et c'est par la discussion qu'on doit pouvoir y arriver, discussion entre les différentes cultures, en les respectant et en considérant quand même que toutes les cultures ne sont pas identiques. Certaines apportent des réponses qui sont efficaces sur certains domaines et d'autres sur certains autres domaines. La musique européenne du XVIIe, du XVIIIe siècle
est une forme de culture. Il y a des musiques japonaises, des musiques arabes, des musiques africaines. Vous ne me ferez jamais dire que la musique européenne est moins efficace sur le plan de la sensibilité que ces autres musiques. Et pourtant, il faut respecter les autres musiques. L'universel est quelque chose que l'on peut travailler. L'universalisme, me semble-t-il, a perdu ses effets. Peut-être une question. Bonjour, André Gallego. N'avez-vous pas le sentiment que c'est un problème de communication en général, en proposant, en voulant s'adresser à des millions de personnes avec un discours qui est compris que par 150 personnes? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. La simplicité volontaire qui représente la maçonnerie, et qui représente les origines de la maçonnerie, et de plus en plus, on s'en éloigne de plus en plus. Et je crois que la vie d'une maçonnerie se fait dans une loge, et c'est à la réaction des apprentis que très souvent on comprend quel rôle on doit avoir. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, moi je suis un peu déçu, je vous le dis franchement, parce que je trouve que le débat est beaucoup trop haut placé, et qu'en sortant d'ici, je serais incapable de transmettre quoi que ce soit de ce que vous m'avez dit à la plupart des personnes à qui j'ai envie de donner un peu plus de ce que je fais tous les jours. Merci. Alors d'abord, je vais répondre, mais un élément de complément. Je pense que on a une exigence de méthode aujourd'hui qui s'impose à nous, et je tente de dire que si on veut sauver ce qui est sauvable dans l'idée même d'universalité ou d'universel, c'est de considérer que l'universel est un construit, non pas un donné. De considérer que c'est un objectif à atteindre et non pas un a priori que l'on se donne. Ce qui veut dire que nous construisons l'universel à l'heure actuelle. C'est inverser le processus habituel, qui est celui des Lumières, qui le donne pour acquis. C'est la position kantienne qui est évidente. La relation nous-mêmes-phénomène nous place dans une position qui est complètement contrainte. Je pense que l'ouverture au débat permettra précisément de dire toutes les petites miettes de ce qui nous advient, essayons de les réunir, essayons de les travailler, de les touiller, et essayons de voir ce qu'on peut en faire ensemble. C'est pour ça que la notion de commun me plaît bien, parce que je la trouve fraternelle, au sens le plus... pas complaisante, fraternelle, hein, je distingue bien les deux. Hein. Pour moi, la fraternité, c'est le contraire de la complaisance. Alors, sur la difficulté de l'exercice, je suis en partie d'accord, mais pas tout à fait aussi. Je pense que parce qu'on est maçon, on ne doit pas s'intéresser à la complexité. Et justement, notre méthode de travail est un outil permettant de frapper sur la complexité pour en retirer des éléments nouveaux. Quelqu'un qui a un discours, peut-être le nôtre était pontifiant, j'en sais rien, mais ou un discours complexe, le rôle du débat maçonnique, c'est précisément de le ramener vers la réalité. Mais la maçonnerie, je pense, n'a rien à gagner à se limiter à produire, par contre, du commun de la pensée. C'est un peu toute la difficulté. Je suis conscient de cette difficulté, mais en même temps, je revendique, aussi bien à l'extérieur qu'en loge, le bénéfice de la complexité. Non pas pour elle-même, hein, parce que bon, c'est imbécile de rendre les choses complexes, mais parce que le réel est complexe. Et si on ne le présente pas dans sa complexité, aussi bien d'état que d'analyse, on court le risque de ne pas se donner les outils pour l'élucider. Mais j'allais dire que le point de vue de bon sens est aussi intéressant que le point de vue un peu cathédral dans le débat maçonnique. Moi, c'est la grande vertu que je vois, je ne donne pas le nombre d'années de maçonnerie que j'ai, mais oui, cette confrontation permanente entre à la fois des expériences et des regards. Donc, bien sûr qu'il faut être le plus pédagogue possible, mais si le réel rend la pédagogie complexe, admettons la complexité. Bien, il va y avoir plusieurs questions non complexes. Oui, enfin, ad libitum. Au départ, je me suis dit que peut-être nos deux intervenants avaient des voix différentes, et en réalité, je m'aperçois qu'il y a non pas un consensus total, mais du moins un retour et une forme d'unité sur l'universalité. Moi, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que
je pense que la maçonnerie, s'est constituée, elle a une mission qui est celle de construire la personne et de construire le maçon comme élément qui va à l'extérieur porter ce qu'il a saisi au cours de la tenue dans le cadre du centre de l'Union. Et ce qui est important, c'est au cours, par exemple, du cursus maçonnique, il est dit aux francs-maçons, il est dit, vous avez atteint par votre culture maçonnique, par l'enseignement que vous avez reçu, par ce que vous avez appris, vous êtes arrivé à un moment où vous devez vous dégager de la perversité du monde extérieur et de la gangue que vous avez reçue par votre condition, par votre enseignement. Et ce qu'il convient de faire, c'est surtout d'écouter l'autre. Et à vous entendre, certainement, la mission de l'universalité, c'est de pouvoir écouter l'autre sans le polluer totalement de sa personne. C'est-à-dire, vous êtes différents, mais pourtant le même. Et c'est ce côté, ce consensus de l'approche et de l'amour fraternel qu'un maçon a pour un homme ou une femme, qu'il soit maçon ou non. Cet amour fraternel permet une construction. Et en fait, notre cursus, peut-être, et ma question serait, est-ce que vous estimez, mais la réponse est oui, moi j'en suis sûr, qu'un maçon est un homme ou une femme privilégié. Moi, je pense que oui, c'est en cela que je suis optimiste, parce qu'on demande aux maçons d'ouvrir, tout en essayer d'ouvrir, parce que c'est très difficile de se dégager de tout son passé, de toute sa condition, mais d'ouvrir cette porte de l'universel qui est, dans le fond, une image virtuelle nécessaire. Alors, pour clore, parce qu'il y a une sœur qui m'a demandé... Là, pardon, c'est juste au fond, on me fait signe depuis un moment qu'il faut clore parce que je crois que l'autre débat attend la salle, il est 4 heures. Oui, non, oui, à vous, c'est à vous. Oui. Pour sa dernière intervention. J'ai cheminé tout au long de vos interventions vers un pays qui m'est cher, c'est celui de l'Afrique. Et j'attendais qu'on parle un petit peu de cette universalité qui se travaille. J'ai bien retenu aussi que parler le langage de l'autre, le comprendre, il y avait une forme de respect. Alors je me suis interrogée, pourquoi en Afrique noire, nous n'avons jamais appris leur langue? Eux parlent le français, mais alors comment raisonnent-ils? Est-ce qu'ils raisonnent dans leur langue maternelle? Parce que le français, même si ce n'est pas leur langue maternelle, est une de leurs premières langues. À l'école, ils parlent le français. Alors comment raisonnent-ils? Est-ce que ce n'est pas la source d'un problème d'aujourd'hui? Je crains que la réponse soit très longue, mais oui. Comment? Je peux donner quelques éléments de réponse. Oui, mais alors très peu, parce que je vais me faire siffler. J'ai une assez bonne connaissance de l'Afrique, puisque j'y vais très régulièrement, notamment au Mali, au Niger, au Burkina Faso, dans l'Afrique subsaharienne. Et j'ai essayé de le bambara, parce que bon, c'était la langue de communication, c'est pas évident d'abord à maîtriser, alors que ce soit assez simple. Et j'ai compris quelque chose ensuite, et je m'arrêterai là, c'est l'aptitude que mes amis africains ont aujourd'hui à percevoir des réalités qui pour nous sont des réalités insupportables, et qui pour eux sont des réalités de construction sociale. Et je pense en particulier au système des cousinages, qui pour nous est effrayant, puisque je suis ton esclave, enfin bon, lorsque je vois un Dogon et un Bozo qui discutent, quel que soit leur rôle social, ils arrivent finalement avec une langue extrêmement souple, et des dialectes différents,
à construire une relation sociale qui pour nous serait insupportable et qui est tissée de différences extrêmement fortes. Mais le tissu social tient le coup. Donc je crois effectivement que la possession d'une langue, là ça m'a paru évident, est de nature à comprendre quelque chose que si j'avais à parler en français, je ne l'accepterais pas. Et ils me disent, mais non, t'as rien compris. Alors j'ai essayé de me mettre au bambara parce que ça me permet un peu de comprendre. On a l'exemple type précisément de cette fonction de la langue dans la construction d'un univers social. Mesdames, Messieurs, mes sœurs, mes frères, je vous remercie. On peut applaudir les intervenants. Et au prochain salon, Jean-Michel Duconte fera une intervention en bambara.